le net avec Mamadou Diagne. Alors qu'ils assurent le transport interurbain d'habitude, la campagne électorale ouvre d'autres opportunités aux motos Jakarta. Beaucoup de candidats font recours à leur service pour aller à la conquête des électeurs. À Kaolack, vous allez le voir, l'activité paye bien. Un reportage de nos équipes sur place avec Claire Diop. Ils font partie du décor, ces conducteurs de moto Jakarta dans la région de Kaolack. Plus de 14 000 de ces engins sont répertoriés. Ces derniers accompagnent les candidats de cette présidentielle car visibles dans les cortèges. Si pour certains, c'est la preuve d'un engagement politique, pour d'autres, la seule motivation est l'argent. La forte canicule de ces derniers jours n'influe en rien sur leur détermination. Au quotidien, ces conducteurs de moto Jakarta arpentent les rues et ruelles de la commune, certains à la recherche de clients, d'autres pour déposer un client. Le métier nourrit son homme, même si très prenant. Dans ce contexte électoral, beaucoup font de bonnes affaires. La location de moto Jakarta passe par certaines personnes avant d'arriver chez nous. On négocie sur le nombre, mais aussi sur le prix. Cela varie entre 7 000, 8 000, 9 000, parfois même jusqu'à 10 000 francs. Souvent, quand un leader a besoin de mobilisation, on fait appel à nous. Il nous dit le nombre dont il a besoin et paie le prix. On se mobilise. Conducteur de moto Jakarta, le secteur est pourvoyeur d'emplois. Nombreux sont les jeunes qui s'y adonnent. Le constat est que plusieurs de ces jeunes n'ont pas encore été saisis pour des services par les candidats à l'élection présidentielle. Nous n'avons vu personne. Et pourtant, on s'était bien préparé pour la campagne présidentielle. Mais jusqu'à présent, rien du tout. Nous attendons toujours les candidats pour des locations. Peut-être que c'est à cause du Ramadan qu'on ne les a pas encore vus. Nous espérons un changement de la situation d'ici les prochains jours. Si certains sont pour ce travail, d'autres par contre veulent rester à équidistance par conviction. Moi, je ne vais pas accepter d'accompagner un candidat. Non, non, non. J'ai déjà fait mon choix. Je ne peux pas porter le t-shirt d'un candidat différent de mon choix. Vraiment, non. Je suis une grande personne. Je ne peux pas. Dans la commune de Kaolack, la campagne présidentielle bat son plein. Les jeunes sont mobilisés à cet effet pour accompagner les différents candidats dans cette démarche à la rencontre des Sénégalais. À ce jour, ce n'est pas encore le grand rush. Un changement est attendu d'ici le 24 mars prochain pour faire de bonnes affaires. Les conducteurs de moto Jakarta qui se frottent les mains en cette période de campagne électorale. Reportage signé Claire Diop avec nos équipes à Kaolack. Place maintenant à la rubrique carte postale. La rubrique carte postale, carte électorale, c'est l'affaire de Cheikh Mohamedou Bamba Gueye. Bamba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mariama, merci de m'accueillir sur ce plateau. Bonsoir à tout le monde. Très bien. Alors, dans ta rubrique ce soir, tu nous proposes deux régions, Matam puis Kédougou, mais on démarre par le nord. Effectivement, on démarre par le nord avec la région de Matam. D'abord la carte postale, ensuite la carte électorale. Et pour la carte postale, comme vous allez le voir, créée en 2002, Matam que nous découvrons comme ça, c'est une population de 833 000 habitants sur une superficie de 29 445 km². C'est une vaste région bordée par le fleuve Sénégal, que vous voyez, région agricole, d'abord avec la culture du riz, avec ses plusieurs casiers rizicoles dans le delta du fleuve Sénégal, avec les aménagements de la Saïd. La région, c'est aussi une zone sylvo-pastorale avec l'élevage, un élevage très développé. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un élevage intensif. Matam, c'est également une région minière, Mariama, oui, avec l'exploitation des phosphates de Ndendori, que vous avez entendu, qui favorise la création d'emplois dans cette partie du pays. Matam, c'est également l'électrification rurale qui est en marche dans cette partie nord du Sénégal. Belle région de Matam que nous découvrons à l'instant, Mariama.
Merci. Donc, on poursuit avec la carte électorale de la région de Matam. Oui, effectivement. Et cette fois-ci, on passe à la carte électorale de la région de Matam. La région fait globalement 273 000 électeurs, Mariama, 262 lieux de vote et 601 bureaux de vote. Et nous allons démarrer par le département de Kanel, Mariama, le département de Kanel qui totalise 108 000 électeurs, 101 lieux de vote et 236 bureaux de vote pour le département de Kanel, également qui regroupe plusieurs arrondissements et communes que l'on voit à l'instant, comme Aouré, Bokiladje, Dembankane, Hamadi Ounare, Kanel, Dendori, dont nous avons parlé tout à l'heure, Odobere, Orkadjere, etc., jusqu'à Sinthiou, Bamambe, Banadji et Wurosidi. Après Kanel, nous passons au département de Matam-Bamba. Oui, on passe au département de Matam-Mariama qui totalise 141 000 électeurs, comme vous allez le voir sur le tableau. 141 000 électeurs, voilà, 115 lieux de vote et 301 bureaux de vote avec des communes comme Bokidjawe, Dabia, Les Agnam, Matam, Nabadji Siwol, Ngidjilon, Ogo, la commune de Ogo, Oréfondé, Wurosogi, Tchilogne, de très jolis noms. Hein, oui, dans le Fouta, on note de très jolis noms. Dans le Fouta, on trouve de très jolis noms. Très bien, ensuite, on poursuit. On poursuit et on va au département de Ranérou-Ferlo. Ranérou-Ferlo, qui faisait partie de Linguère. On se le rappelle avant le découpage de Matam. D'accord. Ranérou-Ferlo qui est rattaché maintenant à la région, de Matam. Très bien. Ranérou-Ferlo, donc, qui totalise 24 000 électeurs, 46 lieux de vote et 64 bureaux de vote. Et vous trouvez des communes comme Louguéré-Tcholi, Oudalaï, Ranérou et Vélingara, Ranérou, Mariama. Très bien, c'était donc la carte électorale de la région de Matam. Maintenant, place à la région de Kédougou. Voilà, place maintenant à la région de Kédougou. Carte postale d'abord. Carte postale d'abord. Kédougou, le sud-est, qui faisait partie de Tamba, on l'a dit hier. Oui. Hein. Créée en 2008, elle fait partie des 3 dernières régions, avec Sédhiou et Kaffrine qui ont été créées en 2008. La région a une superficie de 16 896 km². En décembre 2023, les dernières statistiques lui confèrent une population de 245 000 habitants. Kédougou, c'est une région au potentiel économique énorme, paysage touristique avec ses montagnes et également ces fameuses cascades avec les chutes de Dindéfelo que nous allons voir. Ça, ce sont les montagnes, ensuite les cascades et les chutes de Dindéfelo, voilà, que vous apercevez à l'écran, qui attirent de nombreux touristes. Ensuite, Kédougou, c'est une région minière avec l'exploitation de l'or de Sabodola. La région de Kédougou est étroitement liée à son parc, le parc de Nyokolokoba, qui fait 913 000 hectares, énorme, qui s'étend jusqu'à la frontière guinéenne. Et pour la culture, le charme de Kédougou, ce sont ses richesses culturelles avec ses minorités ethniques que vous découvrez, avec les Bétigues. Et vous le constatez donc, c'est une région très dense, très diversifiée, culturelle et touristique à la fois. Une région très riche, pour résumer. Ouais. On passe à la carte électorale de Kédougou. On passe à la carte électorale de Kédougou. L'ensemble de la région fait 65 000 électeurs pour toute la région, 158 lieux de vote et 208 bureaux de vote. Et on commence par le département de Kédougou lui-même, Mariama, qui fait 37 000 électeurs, le département le plus fort en termes d'électorat, 37 000 électeurs, 75 lieux de vote et 109 bureaux de vote. Vous avez des communes comme Bandafassi, Dimboli, Dindéfélo, que nous avons vu tout à l'heure, Fongolimbi, Kédougou lui-même, Ninefécha et Tomboronkoto, région minière, commune minière également, Tomboronkoto. Et ensuite, on passe au département de Salémata. Très bien. Salémata qui totalise 10 000 électeurs, le département le plus faible en termes d'électeurs dans la région, 10 000 électeurs, 28 lieux de vote et 33 bureaux de vote. Et vous avez Dakateli, Darsalam et Tcholo. On a vu beaucoup de reportages sur Etcholo avec notre ami Jean-Baptiste Kalibona, avec ses minorités ethniques, Kevoé, Obadji et Salémata lui-même. Très bien. Ensuite, l'autre département, c'est Saraya. Saraya. Voilà. Saraya qui totalise 17 000 électeurs, 17 000 électeurs, qui totalise 17 000 électeurs et 55 lieux de vote. On aura donc plus de précisions sur le nombre de bureaux de vote. Donc, Saraya qui totalise 17 000 électeurs avec des communes comme Bembou, Rosanto, également très minière, et Medina Bafé. Voilà donc pour la région de Kédougou Mariama.
Merci beaucoup, Bamba, de nous avoir fait découvrir les cartes postales des régions de Matam et de Kédougou. On se donne rendez-vous demain? On se donne rendez-vous demain également pour 2 autres régions. Très bien, merci. À demain. On poursuit ce magazine, vous le savez, dans ce magazine présidentiel 2024. Nous vous proposons à chaque soir des portraits de candidats qui aspirent à la magistrature suprême. On parle d'un candidat au parcours politique qui a été mouvementé ces dernières années. Il s'agit de Khalifa Sall qui ne compte pas s'arrêter à 68 ans après plus de 50 ans de militantisme et 4 décennies dans les sphères du pouvoir. L'homme politique espère accéder à la magistrature suprême le 24 mars prochain. Son portrait est dressé par Mariam Biramba. Âgé de 68 ans, Khalifa Ababakar Sall est une figure de l'arène politique sénégalaise. Né à Ganguet-Ngent, dans la région de Louga, Khalifa Sall a grandi et fait ses premières humanités dans le quartier populaire de Grand Yoff, à Dakar. Il a fréquenté l'école primaire Morphal. Il poursuit ensuite ses études au lycée Blaise Diagne, où il obtient son baccalauréat. Puis il s'inscrit à la faculté des lettres au département d'histoire et de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 1983, il obtient une maîtrise d'histoire et une maîtrise en droit constitutionnel en 1987. Khalifa Sall a très tôt investi le champ politique. Il avait seulement 11 ans. En 1969, à l'âge de 12 ans, il devient membre de l'Union des jeunes progressistes sénégalais, UPS, devenu plus tard le Parti socialiste. En 1993, il entre au gouvernement comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec les assemblées. En 1998, il est nommé ministre et hérite du portefeuille du commerce et de l'artisanat. Il occupera ses fonctions ministérielles jusqu'en 2000, année de la chute des socialistes. Khalifa Ababakar Sall a été élu député du peuple durant 15 ans. Au plan territorial, ce fils de Grand Yoff a été maire de la ville de Dakar de 2009 à 2018, maire de la commune d'arrondissement de Grand Yoff de 1996 à 2000. En 2018, il sera condamné à 5 ans de prison ferme pour faux en écriture et escroquerie portant sur les deniers publics dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il est gracié par le président Macky Sall en 2019. Une figure emblématique de la politique sénégalaise, Khalifa Ababakar Sall ambitionne de devenir le futur président du Sénégal. Mariam Biramba qui signe le portrait du candidat Khalifa Ababakar Sall. Les 19 candidats, vous le savez, sont sur le terrain à la conquête des électeurs. Nous allons retrouver tout de suite Ramatoulaye Sarr qui est avec la candidate Anta Babacar Ngom. Vous êtes entre Gossas, Kaffrine et Kaolack. Ramatoulaye, bonsoir. Bonsoir Mariama. Alors, d'où exactement entre Gossas, Kaffrine et Kaolack? Alors, nous venons tout juste de quitter Gossas. Actuellement, nous nous trouvons à Kaolack. Kaolack, c'est pour faire après cap sur à Kaffrine plutôt. Après, nous ferons cap sur Kaolack. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, Mariama, c'est que la candidate pour la relève citoyenne, Anta Babacar Ngom, depuis mercredi, a quitté son quartier général des Almadies pour les régions. On a passé l'étape de Thiès. Après cette étape, elle a sillonné Tianaba, Khombol, Bombay, Lambaye et Diourbel, où elle a rencontré ses militants et partagé son programme avec les nombreuses personnes qui l'ont accueillie. Et après cela, cap sur Ndoulo et Mbaké. Mbaké, où justement on a passé la nuit avant de faire cap sur Gossas, comme je viens de le dire tantôt. Comme Mariama, actuellement nous progressons dans Kaffrine. Et je ne vous le dis pas, la température qu'il fait en tout cas dans toutes ces régions, elle a atteint son summum, il faut dire à Mbaké, rien qu'à Mbaké, il faisait 41 degrés. Actuellement, Gossas également, 41 degrés. Kaffrine, Kaffrine, oui, 42 degrés. Voilà, Mariama. Merci beaucoup à Ramatoulaye Sarr et toute son équipe qui suivent pour nous la caravane de la candidate
Anta Babakar Ngom. Nous retrouvons un autre candidat. Il s'agit de Mamadou Lamine Diallo à Diourbel avec Saliou Seck. Saliou, bonsoir. Bonsoir, Mariam Dramé. Alors, que peut-on retenir des actualités du candidat Mamadou Lamine Diallo? Merci beaucoup, Mariama. Donc, le candidat de la coalition MLD, TECI 2024, Mamadou Lamine Diallo, est à Diourbel actuellement. Il a démarré aujourd'hui sa deuxième semaine de campagne. Cette semaine, il va sillonner les régions de Diourbel, Saint-Louis, Matam, Thiès, avant de terminer à Dakar. Mais hier, il a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de la première semaine de campagne. Et durant cette étape, il a visité les régions du centre et du sud-est du pays pour présenter son programme dénommé ARN, Agenda de redressement national. Son discours est axé sur l'industrialisation du pays en mettant l'accent sur des pôles régionaux de développement. Et il compte valoriser les filières locales dans chaque zone en installant des usines, des centres hospitaliers universitaires. Et il compte renforcer l'enseignement supérieur et mettre en place un programme massif d'apprentissage. C'est ça qu'il a dit, un programme massif d'apprentissage pour réformer le secteur éducatif. Et pour la Casamance, il s'est engagé à œuvrer pour la paix définitive. Et pour le faire, il dit-il, il faut relever le niveau de vie des populations. Donc, Mamadou Lamine Diallo est actuellement dans la région de Diourbel. Demain, nous serons dans la région nord, à Saint-Louis, précisément à Podor, pour la campagne de la coalition LMD TECI 2024, dirigée par le président Mamadou Lamine Diallo. Merci beaucoup, Saliou Seck, depuis Diourbel, avec la caravane du candidat Mamadou Lamine Diallo. Lui est à sa première participation à une élection présidentielle. Il s'agit de Boubacar Camara. Il est titulaire d'une maîtrise en droit public, ancien directeur général des douanes. Il est aussi diplômé d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mamadou Sakine revient sur le parcours du leader du Parti de la construction et de la solidarité. Sa vision du Sénégal est condensée dans son livre intitulé « Construire le Sénégal du futur ». Boubacar Camara propose plus de 400 mesures solutions pour garantir la prospérité du pays. Candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'homme a un parcours qui force le respect et l'admiration. Âgé de 66 ans, l'enfant de Grand Yoff a réussi un brillant parcours scolaire, universitaire et professionnel. Titulaire d'une maîtrise en droit public, option administration, Boubacar Camara a gravi les échelons de la douane, agent breveté, contrôleur et inspecteur des douanes, puis directeur général de mai 2000 à mars 2004. En 2000, quelques jours avant sa nomination en qualité de DG des douanes, il est admis au concours professionnel de l'inspection générale d'État. À l'IGE, il fait un passage de 2004 à 2006. Cette année-là, il prend une disponibilité. Il va alors mettre son expérience au service de sociétés privées, d'administration douanière africaine et de sociétés internationales de contrôle. Avide de savoir, Boubacar Camara reprend ses études. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2008. Il prête serment comme avocat au barreau de Paris. En 2009, il signe son retour dans l'administration. Il occupe le poste de secrétaire général du ministère de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Il fait son entrée en politique en 2018 en créant le mouvement Djengou Ngir Djerin Sénégal. L'année suivante, il met sur pied le Parti de la construction et de la solidarité, PCS Djengou Tabakh. 5 ans après, Boubacar Camara rêve d'accéder à la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. On poursuit notre voyage à travers le Sénégal. Nous retrouvons en direct de Kanel Awa Diop Gueye. Awa Diop Gueye est avec le candidat, le professeur Daouda Ndiaye. Bonsoir Awa. Oui, bonsoir Mariam Dramé. Alors vous êtes actuellement à Kanel. Qu'est-ce qu'on peut retenir des actualités du professeur Daouda Ndiaye, candidat? Voilà, c'est dans le Sénégal, comme vous l'avez dit. Journée chargée pour le candidat indépendant, le professeur Daouda Ndiaye, dans le 2024, et dans l'extrême nord du pays. Il a fait Gamadji dans le département de Podor, région de Saint-Louis. Il a beaucoup échangé avec les militants, sympathisants sur son programme pour le Sénégal. Toute la journée donc de ce jour, dans Outre Gamadji.
Almadies, Ndioum, Ourossogui, Kanel pour des voix pour cette présidentielle 2024. Programme qu'il juge pertinent pour le pays avec la particularité d'être très versé dans le social. L'auteur du test de diagnostic, pour du paludisme au Sénégal déclare ne pouvoir faire que du social. Vu son parcours de l'enfance à maintenant marqué des preuves avec au bout la réussite. Un programme différent selon lui du plan Sénégal émergent et arrêté sur 10 ans correspondant aux 2 mandats de 5 ans. Il trouve que le PSE engloutit trop de milliards, 27 projets phares pour 15 000 milliards CFA, c'est inadmissible, sans compter une expertise pratiquement importée. Il veut une rupture et se bat, dit-il, pour cela, le Sénégal, au Sénégalais d'abord, ensuite l'ouverture. L'homme qui veut faire des agriculteurs les patrons du Sénégal donne comme consigne un vote massif ce 24 mars aux jeunes. Il demande de ne pas rater cette date qu'il juge vraiment, moment qu'il juge extrêmement crucial. Voilà ce qu'on peut retenir, Mariama Dramé. Merci beaucoup, Awa Gueye Diop, en direct de Kanel avec le candidat professeur Daouda Ndiaye. Nous retournons à Diourbel cette fois-ci pour retrouver le candidat Ali Ngouille Ndiaye. Lui est avec Abdelaziz Ban. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir, Mariama. Vous êtes à Diourbel actuellement avec Ali Ngouille Ndiaye, candidat. Oui, bienvenue ici à Diourbel où la coalition Ali Ngouille Ndiaye 2024 a établi ses quartiers depuis cet après-midi. À l'entrée donc de Diourbel, le candidat Ali Ngouille Ndiaye a été accueilli par beaucoup de ses militants qui l'ont accompagné durant tout le trajet menant au centre-ville de Diourbel. Mais avant cette étape, la caravane de la coalition Ali Ngouille Ndiaye 2024 était à Dakar et à Mbour. Et hier, nous étions à Dakar entre Pikine et Keur Massar. Et durant ce discours, le président Ali Ngouille Ndiaye a beaucoup insisté sur la sécurité des populations dans ces localités. Pour lui, répondre aux défis sécuritaires dans la banlieue dakaroise est nécessaire pour permettre aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations. Il va aussi mettre en place des instituts d'enseignement supérieur dans la banlieue pour permettre aux étudiants de rester dans la banlieue et d'étudier là-bas. Et dans le département de Bourg, le président Ali Ngouille Ndiaye est allé au croisement Sali, à la gare routière, au quai de pêche, au marché central, à Pakolaoubé, Darussalam, chez Chérif Mine, avant d'aller à Bambey. Et dans chacune de ces étapes, Ali Ngouille Ndiaye est revenu sur son programme Le Sénégal en priorité. Actuellement, donc, nous sommes à Diourbel, où diverses activités sont prévues par la coalition Ali Ngouille Ndiaye 2024. Et demain, nous aurons les étapes de Kaolack, de Nioro, Kolda, la capitale du Fouladou, Mariama. Merci beaucoup, Abdelaziz Ban, en direct de Diourbel avec le candidat Ali Ngouille Ndiaye. Vous le savez, pour ne rien rater des dernières infos de ces 19 candidats, suivre ce magazine présidentiel 2024. Place maintenant à l'invité de ce magazine. Comme chaque soir, il est avec nous sur ce plateau, Vincent Désiré Mendy, juriste consultant. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions électorales. Ça va? Bonsoir, Madame Mariama Dramé. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et vous? Ça va très bien. Je salue au passage la famille qui est à Kaolack et tous les natifs de la région de Kaolack, particulièrement le département. Très bien. Alors, tout d'abord, quelles sont les consignes à respecter? Par exemple, est-il autorisé de porter un vêtement ou un signe distinctif qui pourrait montrer pour quel candidat on va voter? En principe, déjà, le vote est en secret. Ce principe est consacré d'abord par la Constitution et puis par le Code électoral. Et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle on parle de l'isoloir. Pourquoi vouloir montrer son appartenance? Le jour J, habillez-vous très bien, mettez de côté tous les signes qui peuvent vous faire, qui peuvent influencer positivement ou négativement le vote, et venez voter sans pour autant montrer votre appartenance. Voter sobre, quoi, comme on dit. S'habiller sobre et aller voter. C'est ça. Allez, maintenant, on va parler du dépouillement. Comment se fait ce procédé? Voilà, pour le dépouillement, il faut d'abord que le scrutin soit clôturé. À la fin du scrutin, déjà, il faudrait que les membres du bureau de vote, déjà, premièrement, préparent la table de dépouillement. Et ensuite, après avoir fait ça, ils choisissent un groupe de 4 scrutateurs parmi les électeurs qui savent lire et écrire le français. Ça, c'est l'article L83 qui le dit. Pourquoi? Parce que de ces scrutateurs, ils vont
il va y sortir un qui va sortir l'enveloppe et donner le bulletin à un autre qui va lire à haute voix le nom qui est marqué dessus. Et les deux autres vont se charger de renseigner le nom de ce candidat sur la fiche de dépouillement qui a été créée à cet effet. Maintenant, pour ces 4 aussi, le président du bureau de vote doit donner cette précision. Aujourd'hui, en matière de scrutin, toute personne qui a été investie d'une mission de compter, de dépouiller, altère ou ajoute volontairement un nom ou des chiffres, ou bien lit un autre nom qui ne correspond pas à celui qui est indiqué sur le bulletin, est passible de peine pénale, de poursuite pénale. Et cela concerne le chapitre 6 sur le code électoral concernant les délits en matière électorale, notamment l'article L95. Très bien. Alors Vincent, on entend beaucoup ces termes, nombre d'inscrits, nombre de votants, suffrage valablement exprimé. Quelle est la différence entre ces termes? Voilà, c'est très important. Le nombre d'inscrits correspond au nombre de personnes qui sont sur la fiche d'émargement du bureau de vote. Très bien. Et ce nombre, ces personnes, certaines peuvent venir comme ne pas venir. Et donc, c'est le nombre de personnes qui ont effectivement procédé au vote. Oui. Le nombre de votants, c'est le nombre d'inscrits qui ont voté dans le bureau originel. À cela s'ajoutent les personnes que la loi autorise de faire ou de procéder à un vote hors bureau. Maintenant, comment savoir le nombre de votants? À la fermeture du bureau de vote, une fois qu'on déverse l'urne sur la table, le nombre de bulletins ou le nombre d'enveloppes doit correspondre au nombre de signatures ou d'émargements sur la fiche d'émargement. Oui. Et maintenant, s'il y a un décalage entre les deux, c'est-à-dire une différence, il faut recompter. Et si la différence persiste, il faut le mentionner sur le procès-verbal. Maintenant, le nombre de suffrages valablement exprimés renvoie au total des votants, c'est-à-dire ceux qui étaient inscrits de façon originelle sur le bureau, plus ceux ou celles que la loi permet de voter hors bureau, moins le nombre de bulletins nuls. Et justement, on va s'intéresser à ces bulletins nuls. À quel moment on considère un vote nul et que faire de ces bulletins nuls? Voilà, question très importante concernant les bulletins nuls. Là, il va falloir se référer à 2 articles, L83 d'abord et L84. Et au total, nous avons 5 conditions qui rendent un bulletin nul. Première condition, c'est lorsque dans l'enveloppe, on trouve plusieurs bulletins de candidats qui portent des noms différents. Oui. Première chose. Deuxième chose, quand on trouve, par exemple, dans l'urne, un bulletin sans enveloppe ou dans une enveloppe qui n'est pas réglementaire. Deuxième chose. Troisième chose, quand, par exemple, on trouve un bulletin sur lequel le votant se fait reconnaître. Troisième condition. Quatrième condition, quand on trouve, par exemple, une enveloppe ou des bulletins dont, par exemple, qui portent des signes extérieurs et intérieurs très visibles ou identitaires ou qui marquent quelque chose, là, c'est nul. Et quatrième, quand on trouve une enveloppe qui n'est pas réglementaire, c'est-à-dire qui ne porte pas la mention élection présidentielle 2024 et qui n'est pas autorisée exceptionnellement. Très bien. Maintenant, oui. Comment faire avec ces bulletins nuls? Il ne faudrait jamais les jeter. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que d'abord, ces bulletins nuls doivent être consignés, contresignés même d'ailleurs, par tous les membres du bureau de vote. Première chose. Et également, la cause de la nullité doit être écrite sur le procès-verbal parce que ces éléments ou ces documents devront aller à la commission nationale. On explique pourquoi ce bulletin est considéré comme nul sur l'enveloppe. Effectivement. Et d'ailleurs même, d'après l'article 84, L84 et L83, il n'y a que 5 conditions limitatives. Donc, n'essayons pas de créer des conditions de nullité. Limitons-nous exclusivement à ce que la loi dit par rapport à ces 5 conditions et faisons le nécessaire pour qu'enfin, par exemple, la commission départementale puisse recevoir toutes les modalités et toutes les informations par rapport à ces causes de nullité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vincent Désiré Mendy, je rappelle que vous êtes juriste consultant spécialiste des questions électorales. On se retrouve demain pour d'autres questions très pertinentes. Suivez ce magazine présidentiel 2024. Place maintenant à la campagne sur le net.
La campagne électorale, vous le savez, c'est sur le terrain, mais également sur le net et sur ce plateau présidentiel 2024, assuré par Mamadou Diagne. Bonsoir Diagne, bienvenue. Bonsoir Mariama. En forme? Ouais, ça va tranquille et toi? On est là, hein? Non, au taquet, comme d'hab. Tout de blanc vêtu. Hein? Merci, merci comme toi, tout de rouge avec un peu de jaune au milieu, je sais pas, d'orange, mais c'est beau. Merci. Alors, on démarre avec ta rubrique campagne du net, vérification de fausses déclarations des candidats sur Internet. Effectivement, c'est la campagne que la plateforme Saytu, une organisation composée de plateformes de la société civile et de sites en ligne, c'est-à-dire que la Maison des reporters, Africa Check, d'autres, qui vise une campagne sans désinformation. Donc, ils vérifient toutes les déclarations et toutes les vidéos qui passent sur les plateformes digitales. Mais parmi ces vidéos, comme on peut voir sur l'antenne, il y a une vidéo qui circule depuis hier faisant état d'une campagne d'une visite d'Amadou Ba à Matam, alors que cette vidéo date de 2021 et c'est une vidéo lors de l'inauguration de l'hôpital à Matam par le président Macky Sall. Donc, c'est une vidéo qui date de 2021. Donc, elle a été remise au jour pour on peut dire que ouais, c'est une vidéo, il y a plein de monde durant la campagne, alors que cette vidéo date de 2021. Okay. Une vérification faite par Africa Check. Une autre vérification faite, c'est la déclaration de Aly Ngouille Ndiaye, candidat. Il a fait 4 déclarations, dont 3 se sont avérées fausses. Donc, c'est des déclarations qui disent, entre autres, le taux de chômage est de 12% en 2012, le taux de chômage est de 23% en 2022, et le taux de chômage dans le monde rural regroupe 65% de la population sénégalaise, ce qui n'est pas exact. C'est des vérifications qui sont faites suite à des regroupements des données de l'ANSD, des données des ministères de l'économie et des finances, des chiffres. Donc, il y a des données qui ne sont pas quantifiables, dont il n'existe pas de ressources, mais il y a des données qu'on peut vérifier. Mais c'est des chiffres sur lesquels certains candidats se basent pour faire des déclarations en ligne et qui peuvent susciter de mauvaises interprétations. Et à côté, il y a une plateforme pour vérifier tout cela. Exactement. Allez, on poursuit avec Idrissa Seck, le candidat qui fait le Bellingham du game. Bellingham footballeur. Bellingham, le Bellingham du Real Madrid. Du Real Madrid. C'est Idrissa Seck. Il y a quelque chose de cela. Beaucoup de gens se posaient des questions par rapport à la campagne d'Idi. Il était beaucoup plus dans des rencontres, des porte-à-porte. Mais Idi s'est mis carrément sur le terrain. Et à un certain moment, on lui a dit Idi, c'est le Bellingham du game, quoi. Ce qui a un peu fait rire certains. Il est sur le terrain, il était à Guédiawaye. Et pourquoi? Comment est née cette comparaison entre le Bellingham et Idrissa Seck? Quel est le lien? Le lien, c'est par rapport à la célébration. En fait, tu sais, Bellingham, quand il marque un but, il y a une certaine manière de célébrer, en fait. Les gens ont dit que non, lui, c'est le Bellingham de Thiès, ce n'est pas le Bellingham du Sénégal. Donc, c'est devenu une certaine réalité, alors que Bellingham, c'est un jeune joueur. Oui. Beaucoup diraient que Bellingham, c'est peut-être le candidat d'une autre coalition, mais quand même, je pense que c'est de bonne guerre parce qu'il s'est remis sur le terrain au plaisir, bien sûr, de ses militants. Alors, nos correspondants sur le terrain nous ont envoyé des vidéos, c'est ça? Effectivement, c'est des coulisses. On a des reporters, Maman Moussa Nia, Salih Seck, Rahma Aramdao, Aaron Diouf, Abdelaziz Ban, Aougué Diop. On est tous sur une plateforme sur laquelle, quotidiennement, ils nous envoient des vidéos, des coulisses et de très belles cartes postales. On va regarder cela. C'est là qui a validé région sur 14. Il est en train de confirmer son score. Il est en train de confirmer son score. Il attendra. Alors, c'est le moment de faire un clin d'œil à tous ces correspondants. Une importante équipe de la RTS, Diagne, est déployée sur le terrain pour suivre les 19 candidats. Effectivement, une mission de service public assurée par les agents de la RTS partout. Ils vont suivre des candidats partout dans les coins et recoins du pays et pouvoir relayer l'information et faire que tout le monde soit sur le même pied d'égalité.
Après, les Sénégalais apprécieront. J'ai envie de leur dire ce soir, bravo pour ce que vous faites pour le Sénégal. Pour le Sénégal. On termine avec l'image du jour. L'image du jour, la rencontre entre deux candidats. Mais Khalifa Sall, c'est le candidat qui rencontre tout le monde, hein. Bizarrement. Décidément. Décidément. Donc l'image du jour, on va le voir tout de suite. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, comment ça se passe? Maman, merci pour la propose. Non, continue. Merci. C'est le Sénégal qu'on aime. Très belle image. Hein? Très belle image de deux candidats qui se sont croisés. Et dans les discours, vous avez vu Amadouba qui disait à Khalifa Sall, viens, on y va ensemble, je suis derrière toi, Khalifa Sall. Merci beaucoup, Amadou. Merci à Arona Diouf et à Aramdao qui sont également croisés. Qui sont également croisés. Merci à Mamadou Diagne qui assure pour nous cette rubrique campagne sur le net. Ce magazine, vous le savez, est à suivre en replay sur toutes nos plateformes digitales. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.